Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode où nous allons aborder les concepts du coût du capital des multinationales ainsi que des structures du capital. Nous allons dans un premier temps aborder le contexte du coût du capital. Le capital d'une entreprise se compose de capitaux propres qui sont les bénéfices non distribués et fonds obtenus par l'émission d'actions et les dettes qui sont les fonds empruntés. Le coût de bénéfices non distribués de l'entreprise reflète un coût d'opportunité, soit ce que les actionnaires existants auraient pu gagner s'ils avaient reçu les bénéfices sous forme de dividendes et investi les fonds eux-mêmes. Les coûts des nouveaux fonds propres de l'entreprise, soit l'émission de nouvelles actions, reflètent aussi un coût d'opportunité. C'est ce que les nouveaux actionnaires auraient pu gagner s'ils avaient investi leurs fonds ailleurs. Ce coût est supérieur à celui des bénéfices non distribués car il inclut les dépenses liées à la vente d'actions, coût d'émission. Le coût de la dette est plus facile à mesurer car l'entreprise supporte des charges d'intérêt en raison de l'emprunt de fonds. Afin de diminuer leur coût du capital, les entreprises utilisent des structures de capital spécifiques ou une combinaison d'éléments du capital. Plus le coût du capital est faible, plus le taux de rendement exigé est bas. Nous allons maintenant comparer les coûts des fonds propres et les dettes. Il y a un avantage à utiliser la dette plutôt que les capitaux propres en tant que capital, car les paiements d'intérêt sur la dette sont déductibles fiscalement. Plus une entreprise a recours à l'endettement, plus les charges d'intérêt sont élevées et plus la probabilité que l'entreprise ne soit pas en mesure de faire face à ses dépenses est grande. Le coût du capital de l'entreprise diminue initialement à mesure que le ratio de la dette augmente. Cependant, après un certain point, le coût du capital augmente à mesure que le ratio de la dette du capital total augmente. Cela suggère que l'entreprise devra accroître son recours au financement par l'emprunt jusqu'à que la probabilité de faillite soit suffisamment importante pour compenser l'avantage fiscal lié à l'utilisation de l'emprunt. Au-delà de ce point, le coût global du capital de l'entreprise augmenterait. Pour la deuxième partie de cet épisode, nous allons vous présenter le coût du capital pour les multinationales. Les coûts du capital des multinationales peuvent différer de celui des entreprises nationales en raison des caractéristiques suivantes qui les différencient. Tout d'abord, la taille de l'entreprise. Une multinationale qui emprunte souvent d'importants montants peut bénéficier d'un traitement préférentiel de la part des créanciers, ce qui réduit le coût du capital. En outre, l'émission des actions et d'obligations permettent de réduire les coûts de financement. Il convient toutefois de noter que ces avantages sont dus à la taille de la multinationale et non à l'internationalisation de ses activités. Néanmoins, la croissance d'une entreprise est plus limitée si elle n'est pas disposée à opérer au niveau international. Deuxièmement, l'accès aux marchés internationaux des capitaux. Les multinationales sont en mesure d'obtenir des fonds sur les marchés internationaux des capitaux. En outre, les filiales peuvent être en mesure d'obtenir des fonds localement à un coût inférieur à celui de la société mère si les taux d'intérêt en vigueur sont inférieurs à ceux de la société mère. Par exemple, le récent rapport annuel de Coca-Cola Company indique ce qui suit. Notre présence mondiale et notre forte position en capital nous permettent d'accéder facilement aux principaux marchés financiers dans le monde entier, ce qui nous permet de lever des fonds à un faible coût effectif. Cette position, associée à une gestion agressive de notre combinaison de dettes à court et à long terme, nous permet de réduire le coût global de nos emprunts. Ainsi, l'utilisation de fonds étrangers n'augmentera pas nécessairement l'exposition de la multinationale au risque de change, puisque les revenus générés par la filiale seront libellés dans la même devise. La filiale ne dépend pas de la société mère pour son financement, même si une certaine centralisation de l'information est nécessaire. La diversification internationale permet à une entreprise de réduire le risque de faillite en équilibrant ses entrées de trésorerie à travers plusieurs économies. Ainsi, les entrées de la trésorerie de l'ensemble des filiales de l'entreprise seront moins influencées par une seule économie. Si ces économies sont indépendantes les unes des autres, les flux de trésorerie nets d'un portefeuille de filiales devraient être moins volatiles, ce qui peut réduire la probabilité de faillite et donc de coût de capital. Nous allons maintenant parler de l'exposition au risque de change. L'exposition au risque de change peut affecter le coût du capital d'une multinationale car si les gains étrangers sont remis à la maison mère aux États-Unis, ils ne vaudront pas autant lorsque le dollar américain est fort par rapport aux principales devises.
La capacité de faire des paiements d'intérêt sur une dette en cours est alors réduite, augmentant ainsi la probabilité de faillite. Cela peut obliger les créanciers et les actionnaires à exiger un rendement plus élevé, ce qui augmente le coût du capital de la multinationale. En général, une entreprise plus exposée aux fluctuations des taux de change aura une distribution de flux de trésorerie possible plus large, plus dispersée, dans les périodes à venir. Comme le coût du capital doit refléter cette possibilité et que la probabilité de faillite sera plus élevée si les attentes de flux de trésorerie sont plus incertains, l'exposition aux fluctuations des taux de change pourrait entraîner un coût du capital plus élevé. Une multinationale qui établit des filiales étrangères est exposée à la possibilité qu'un gouvernement hôte puisse saisir les actifs d'une filiale. La probabilité d'un tel événement dépend de nombreux facteurs, notamment de l'attitude du gouvernement hôte et de l'industrie concernée. Si des actifs sont saisis et que des compensations équitables ne sont pas fournies, la probabilité de faillite de la multinationale augmente. Plus le pourcentage des actifs d'une multinationale investis dans des pays étrangers est élevé et plus le risque global du pays est élevé, plus la probabilité de faillite de la multinationale sera élevée. Toutes choses étant égales par ailleurs. D'autres formes de risques, tels que les changements dans les lois fiscales d'un pays hôte, pourraient également affecter les flux de trésorerie d'une filiale de la multinationale. Ces risques ne sont pas nécessairement intégrés dans les projections des flux de trésorerie, car il n'y a aucune raison de croire qu'ils se produiront. Néanmoins, il existe une possibilité que ces événements. Pour conclure, il existe 5 facteurs qui différencient le coût du capital d'une entreprise multinationale et celui d'une entreprise nationale dans une industrie particulière. Les 3 premiers facteurs, taille, accès au marché de capitaux internationaux et diversification internationale, ont un effet favorable sur le coût du capital d'une multinationale, tandis que le risque de change et le risque pays ont un effet défavorable. Il est impossible de dire si les multinationales ont un avantage global en termes de coût du capital par rapport aux entreprises nationales. Chaque multinationale doit être évaluée séparément pour déterminer si les effets nets de ces opérations internationales sur le coût du capital sont favorables. Nous allons maintenant étudier la comparaison du coût des fonds propres à l'aide du modèle CAPM. Le modèle d'évaluation de l'actif financier, appelé aussi CAPM, peut être utilisé pour comparer les taux de rendement requis des entreprises multinationales avec ceux des entreprises nationales. Le CAPM définit le taux de rendement requis, KE, sur une action comme la somme de 3 éléments. Le taux d'intérêt sans risque, RF, le rendement du marché, RM, et le bêta, B, de l'action. Le bêta représente la sensibilité des rendements de l'action aux variations du marché. Un indice boursier est généralement utilisé pour représenter le marché. Le CAPM suggère que les taux de rendement requis sur une action aient une fonction positive de ces 3 éléments. Le modèle d'évaluation de l'actif financier peut suggérer que le bêta d'un projet peut être utilisé pour déterminer le taux de rendement requis pour ce projet. Le bêta d'un projet représente la sensibilité de ses flux de trésorerie aux conditions du marché. Un projet dont les flux de trésorerie sont isolés des conditions du marché aura un faible bêta. Pour une entreprise bien diversifiée, avec des flux de trésorerie générés par plusieurs projets, chaque projet contient 2 types de risques. 1. La variabilité non systématique des flux de trésorerie propres à l'entreprise et 2. Le risque systématique. La théorie du prix des actifs financiers suggère que le risque non systématique des projets peut être ignoré car il sera diversifié. Cependant, le risque systématique ne peut pas être diversifié car tous les projets sont affectés de manière similaire. Plus le bêta d'un projet est faible, plus son risque systématique est faible et plus son taux de rendement requis est faible. Je tiens à remercier tous ceux qui ont suivi cet épisode et nous nous retrouvons bientôt pour un nouvel épisode. Merci encore.